Alors, voilà, c'était le signal. Quelques mots juste avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet sur le lierre, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, parce que oui, ça existe et c'est possible. Le réseau du lierre, c'est 2200 membres, acteurs et actrices des politiques publiques, donc des fonctionnaires, des contractuels, des collaborateurs de cabinet, des consultants, des experts, décideurs du secteur public ou privé. On est aussi organisé avec une trentaine de groupes locaux, pardon, une trentaine de groupes en tout, que ce soit des groupes locaux, il y en a une douzaine, et aussi des groupes thématiques. Et si vous voulez nous contacter ou rejoindre un de ces groupes, vous pouvez vous adresser à l'adresse contact, donc contact@le-lier.fr. Le Lierre, c'est trois grandes activités. Créer un collectif convivial pour faire en sorte que les gens se rencontrent, partager, se former à des pratiques, organiser des temps de réflexion et participer aussi au débat public, faire des recommandations. Et c'est d'ailleurs à ce titre que vous avez peut-être entendu parler de Décider et agir, qui est le premier livre du Lierre, qui est sorti en librairie le 28 mai dernier. Décider et agir, c'est un appel collectif à une action collective résolue dans tous les territoires, entre tous les acteurs qui portent une vision qui est ambitieuse pour les services publics de la transition écologique. Donc on y parle de mode de décision collective, de tirer des leçons des crises précédentes, les Gilets jaunes entre autres. Voilà, et c'est un livre qui est rédigé vraiment à plusieurs mains. Et c'est aussi dans cette optique de mieux anticiper la transition que le LIR a lancé le projet Solutions Transition. Donc Solutions Transition, en vue des prochaines élections municipales de mars prochain, c'est une boîte à outils qui va chercher à aider les acteurs locaux à mettre en œuvre la transition écologique et solidaire dans tous les territoires. L'idée, c'est de pouvoir agir au-delà des clivages politiques pour proposer des solutions qui partent des préoccupations et des besoins des acteurs du terrain que, on a pu recueillir parce qu'il y a près de 30% des membres du LIR qui sont des acteurs locaux, des agents locaux qui travaillent sur la transition. Solution de transition, ça va s'adresser en priorité aux territoires ruraux, aux villes petites et villes moyennes. C'est les endroits qu'on cible en particulier, là où il y a moins d'ingénierie sur les questions de transition écologique. Et les personnes à qui on s'adresse sont avant tout des agents locaux, mais ce sera également accessible à tous ceux et toutes celles qui veulent porter la transition écologique au niveau local. Donc ça va être des élus, des décideurs, des opérateurs, des associations et des citoyens. Jean, je vous laisse sur ce moment lierre avec trois grandes dates, trois grands rendez-vous. Le premier, c'est le jeudi 18 septembre, ce sera le lancement de la grande plateforme Solutions Transition. Donc, Solutions Transition, c'est organisé évidemment par le LIR, mais aussi avec d'autres partenaires que vous découvrirez à ce moment-là. Donc le 18 septembre, Solutions Transition. Il y aura également la publication le 16 octobre du projet Debunk pour dépasser les idées reçues sur l'agroécologie avec 15 controverses éclairées sur le sujet. Et enfin, le samedi 15 novembre, nous fêterons la grande journée, enfin les 6 ans du Lierre, donc à l'occasion d'une grande journée à l'Académie du climat. Donc voilà, solution transition le 18 septembre, le projet Debunk le 16 octobre et les 6 ans du Lierre le 15 novembre pour que vous puissiez noter tout ça dans votre agenda. Nous en venons donc au sujet de notre webinaire, terroir, territoire et transition en ruralité. Alors, ruralité en transition, pardon. Donc, ce sujet, aujourd'hui, il est extrêmement dans l'actualité, que ce soit par l'angle des fractures sociales et territoriales qui ont occupé une place énorme ces 10 dernières années, que ce soit, je pense, à l'ouvrage La France périphérique de Christophe Guilluy, la notion d'archipélisation qui a été décrite par Jérôme Fourquet. Et il faut aussi prendre en compte que dans le débat médiatique, les enjeux de désindustrialisation, de recul des services publics, le sentiment de relégation et d'abandon, qui sont vus d'ailleurs comme des déterminants puissants dans un vote de colère favorisant la montée de l'extrême droite, tout ça a beaucoup occupé l'espace public et médiatique. Donc, ces dynamiques, il ne s'agit pas de les nier, elles font partie de la toile de fond des prochaines élections municipales, et elles vont occuper une bonne partie des acteurs dans ce sens-là. Pour autant, sans nier les difficultés et les ressentiments qui existent, nos trois invités offrent chacun et chacune à sa manière un regard qui est un peu plus différent, un peu plus nuancé sur les rapports que peuvent avoir les Français
à leur territoire et sur les liens sociaux qui s'y nouent. Donc c'est l'occasion, collectivement et avec eux, avec leur éclairage, de se poser certaines questions. Savoir par exemple si la France d'aujourd'hui est une mosaïque de territoires qui s'opposent ou est-ce qu'elle est plutôt composée de différentes situations socio-économiques qui transcendent ces éventuelles fractures territoriales. S'intéresser aussi au fait de savoir si les Français portent, quelle est la nature du jugement que les Français portent sur le territoire où ils vivent et est-ce qu'ils voient ces territoires comme opposés, se demander si l'enracinement c'est un vecteur de division ou d'unité, s'interroger sur la place des particularismes locaux dans une France qui est quand même encore majoritairement perçue comme jacobine, et de savoir quel peut être l'avenir pour les terroirs dans une France mondialisée, très connectée, et donc a priori de moins en moins enracinée. Plus globalement, quelles sont les perspectives pour les ruralités dans une république métropolisée? Et c'est pour nous éclairer sur tout ça que nous avons aujourd'hui 3 intervenants. Donc, il y a par exemple Pauline Rochard, qui est consultante spécialiste des mutations du travail, qui vient d'écrire le livre Ceux qui reviennent sur justement les enjeux d'un retour dans leur territoire d'origine de Parisiens d'adoption et qui aujourd'hui présentera ses travaux sous un angle un peu plus politique que dans son livre. Il y a également Samuel Grybowski qui est avec nous, militant associatif et citoyen, entrepreneur social et collaborateur d'élus, qui a écrit Les terroirs et la gauche, un amour méconnu, mener la bataille culturelle contre l'extrême droite. Dans ce livre, il avance l'idée que défendre les terroirs comme des identités vivantes, c'est pas nécessairement faire le lit du repli sur soi. Au contraire, ça peut être l'occasion du renouveau de la gauche. Et nous avons également, enfin avec nous, la députée écologiste de la Drôme, Marie Pochon, qui est très investie sur les sujets de territoires ruraux, et elle pourra nous partager sa lecture des enjeux contemporains sur les ruralités, et donner des clés de compréhension et d'action sur l'engagement et l'action politique locale en vue des prochaines élections municipales. Alors je vais commencer en me tournant vers Pauline Rachard. Donc, Pauline, après avoir vécu 12 ans à Paris et avoir travaillé, tu as décidé de retourner vivre dans le Nord, à 20 km de ton village natal. Alors, rentrer, c'est renouer avec celles et ceux qui sont restés, qui ne partagent pas forcément le même rapport au travail, au pays, ni même les mêmes opinions et visions du monde. Toi, dans ton ouvrage, tu fais l'hypothèse que ceux qui reviennent et celles qui reviennent sont les mieux placés pour penser ce qui nous lie plutôt que ce qui nous oppose. Peut-être on peut commencer avec le sujet des mobilités. Tu explores dans ton livre, en tout cas, tu nous dis que le sujet des mobilités et des trajectoires résidentielles, ce choix du lieu de vie, ça peut être une nouvelle ligne de fracture au sein de la société française. En tout cas, est-ce que cette question-là, des somewhere versus anywhere, le fait que la mobilité soit choisie ou soit subie, comment est-ce que tu considères de ton côté ce sujet central du lieu de vie? Bon, déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci encore pour l'invitation. Je vais juste vous dire 2 mots de l'enquête que j'ai menée pour reposer le contexte avant de répondre précisément à la question. Donc, effectivement, ceux qui reviennent, c'est une enquête que j'ai menée en partant de mon expérience personnelle, puisque, comme tu le disais, Antoine, moi, j'ai grandi dans une petite commune rurale du nord de la France, donc entre Hasbrook et Dunkerque, pour vous situer. Donc, vraiment, plutôt les campagnes agro-industrielles de ce pays. Voilà, j'ai fait mes études à Lille, puis je suis partie à Paris pour le travail. J'y suis restée une quinzaine d'années et effectivement, j'ai fait le choix de revenir. Donc, et là, je vous appelle depuis Dunkerque, donc ville en transition, comme elle aime à se raconter. On en reparlera peut-être après. Et effectivement, j'ai mené une enquête auprès d'une trentaine de personnes qui ont choisi de revenir vivre dans leur territoire d'origine, donc pareil que moi, dans les lieux où ils ont grandi. Et j'ai privilégié les gens qui étaient rentrés dans des territoires pas forcément les plus attractifs de France. Donc, pour reprendre la dichotomie que Benoît Coquart soulevait dans Ceux qui restent entre les campagnes attractives situées plutôt sur le littoral et les campagnes en déclin, moi, j'ai plutôt interrogé des gens qui sont rentrés voilà, dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie, voilà, juste pour vous situer. Et j'ai aussi interrogé ceux qui sont restés pour comprendre comment justement ceux qui sont restés, ceux qui n'ont jamais quitté leur coin, comment eux et elles perçoivent le retour de celles et ceux qui reviennent. Puisque ce qui m'intéressait, c'était justement d'avoir cette double lecture sur les questions de mobilité, de travail, de mode de vie, d'opinion politique, etc.
Et donc, effectivement, la question de la mobilité, elle est au cœur, du sujet, elle est au cœur de mon sujet puisque j'ai choisi d'explorer les trajectoires résidentielles et qu'est-ce qui nous pousse, à choisir tel ou tel lieu de vie. Et la première chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est que la question des mobilités, en fait, dépend aussi beaucoup de la position sociale, que l'on occupe. Et effectivement, plus on est diplômé et plus globalement, on est dans des positions sociales, élevées, donc métier, CSP+, plus on a un rapport choisi, privilégié à la mobilité. Juste, on a plus de latitude pour, par exemple, trouver un emploi, en dehors de sa région si l'on en a envie. On a plus de latitude, par exemple, pour faire du télétravail, une pratique, dont on parle beaucoup ces 5 dernières années, mais qui en fait est extrêmement, socialement située, hein. Peut-être juste rappeler 2 chiffres que, 60 des actifs qui pratiquent le télétravail ont bac+5 et que c'est une pratique qui est majoritaire dans les métropoles. Seulement, 17 des habitants des communes rurales pratiquent le télétravail. Donc on voit bien aussi que, voilà, il y a un enjeu de, choisi versus subi, en termes de mobilité. Et effectivement, moi, ce que j'ai constaté dans l'enquête, c'est que, les gens sont assez conscients de leur rapport à la mobilité, c'est-à-dire qu'ils savent très bien de quel côté ils se placent. Et effectivement, il y a ceux qui sont capables de mettre, leur cadre de vie au centre de l'équation, c'est-à-dire qu'ils vont choisir leur lieu de vie en fonction, de la qualité de vie, des espaces naturels, de leur attachement au territoire, on y reviendra après. Et puis, il y a ceux qui, en fait, sont plutôt, dans une expérience de vie, et de mobilité contrainte parce qu'ils ont des horaires atypiques, parce qu'ils sont dépendants du RER, du TER, et cetera. Et donc cette ligne de fracture, en fait, elle structure beaucoup de choses. Elle structure son expérience de travail, elle structure sa vision du monde, potentiellement son rapport à l'écologie, le rapport à la voiture, la dépendance à la voiture, entre autres, hein, pas que ça. Et de manière générale, voilà, aussi ses opinions, politiques. Donc oui, il y a quand même il y a une nouvelle ligne de fracture qui se dessine, entre ceux qui peuvent choisir leur mobilité et ceux qui sont plutôt dans la logique qui ont moins de choix, en fait. Ok, merci beaucoup. Justement, à ce sujet-là et en miroir de la question de mobilité, tu évoques pas mal dans ton livre le besoin d'enracinement. Et tu y dis qu'à force de nier ce besoin et le sentiment d'attachement au lieu, on a laissé le champ libre à l'extrême droite. Alors, est-ce que ce sentiment, ce besoin d'attachement, est-ce qu'il est finalement de gauche ou de droite pour toi? Bah, ça, c'est une vaste question, mais en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte pour parler à titre personnel, par exemple, je viens du Nord et quand j'étais à Paris, je revendiquais assez fièrement cette appartenance. Enfin, j'en parlais souvent, c'était quelque chose dont j'étais fière, voilà, je le partageais, voilà, j'avais beaucoup de plaisir à parler des traditions locales de ma région, à partager son histoire sociale, et cetera. Et en fait, quand je suis revenue et que j'ai commencé l'écriture de ce livre et que j'ai fait l'enquête, beaucoup de gens m'ont partagé ce sentiment-là, c'est-à-dire ce sentiment très fort d'appartenance à son territoire. C'est pas pour rien non plus qu'on choisit d'y revenir, c'est qu'on y est attaché, qu'on n'a jamais cessé de cultiver des liens d'affection aussi avec les gens qui habitent ces territoires-là. Et en même temps, tout de suite, on me disait, mais moi, je ne suis pas chauvin. Et du coup, je trouvais intéressant l'expression du chauvinisme comme repoussoir parce que, en fait, on sait bien ce que c'est un trimballe comme rhétorique. La rhétorique une rhétorique assez exclusive de on est chez nous ou versus ou au contraire on n'est plus chez nous. Enfin voilà. Et du coup, je me suis interrogée sur effectivement notre rapport à la question des racines. D'ailleurs, c'est un terme avec lequel moi je suis pas forcément très à l'aise parce qu'en fait c'est une question, enfin, c'est un terme et un registre qui est saturé de symboles et qui effectivement a été largement instrumentalisé et récupéré par l'extrême droite. Mais je pense que c'est aussi parce que on leur a laissé un boulevard immense. Je m'explique, c'est-à-dire que à force de nier l'attachement des gens à leur lieu, à leur paysage, à ne pas entendre en fait le rapport presque physique qu'on peut entretenir avec des couleurs, des odeurs, des sensations en fait dans son environnement.
à force de ne pas entendre ça, eh bien, ceux qui se sont engouffrés dans ce récit-là, c'est d'abord la droite nationaliste au début du XXe siècle et ensuite l'extrême droite aujourd'hui, avec toute la rhétorique de Français de souche, etc. Or, le besoin d'enracinement, moi, je pense, comme la philosophe Simone Weil en parlait dans son livre, hein, L'enracinement, que c'est un besoin universel et qu'il est d'autant plus fort aujourd'hui dans nos sociétés qui traversent énormément de crises. On vit dans une société plutôt anxiogène à mains égards. Et du coup, ce besoin d'ancrage, il est peut-être réaffirmé. Ce besoin de se sentir entouré de gens sur qui on peut compter, ce sentiment d'appartenir à une communauté en fait de vie. Et du coup, c'est ce qui explique aussi, à mon sens, le renouveau des échelles de ville plus à taille humaine parce que en fait, ça facilite ce sentiment d'ancrage et de, voilà, de se relier les uns aux autres, en fait. Ouais. Carrément, dans le livre que tu as écrit, tu ne nies pas les tensions, les conflictualités qui peut y avoir entre ceux qui reviennent et ceux qui sont restés. Pour autant, tu n'y vois pas une fracture territoriale qui soit irrémédiable, contrairement à ce que pourrait penser un Jérôme Fourquet. Alors, en quoi est-ce que ceux qui reviennent pourraient justement être des traits d'union dans une France qui aurait tendance à se polariser? Et en quoi est-ce que les collectivités, les associations peuvent s'appuyer sur ceux qui reviennent pour mener à bien les politiques publiques en faveur de la transition, d'après toi? Euh, bah, En fait, c'est vrai que donc moi, les personnes que j'ai interrogées qui ont fait le choix de revenir, dans la grande majorité des cas, avaient fait des études supérieures, puisqu'on on le sait, hein, le fait de faire des études, c'est ce qui conditionne aussi souvent son départ de son département d'origine. Et donc, quand vous avez vécu plusieurs années dans une métropole comme Paris, par exemple, où se concentre une grande partie des populations diplômées, des plus hauts revenus, et que vous revenez dans des territoires où la composition sociale est beaucoup plus mixte. De fait, c'est une expérience de décentrement. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, ce que j'ai expérimenté à mon échelle et que beaucoup de gens m'ont partagé, c'est que on sort de cette espèce de bulle de filtre un petit peu qu'on qui est assez forte dans les grandes métropoles, donc qui existe ailleurs, hein, mais qui est amplifiée à Paris, dans un certain type d'emploi, aussi de cadre, où en fait on a tendance à ne fréquenter que des gens qui nous ressemblent, qui sont d'accord avec nous, qui votent pareil que nous, qui vont voir les mêmes films que nous, qui sont voire engagés dans les mêmes associations que nous. Donc il y a vraiment un truc de bulle de filtre très très fort. Et quand on revient dans nos villes d'origine, et ben évidemment, on se réintègre, on se refait une place, et donc on se relie à des gens qui n'ont pas nos trajectoires sociales et qui du coup ne partagent pas non plus nos visions du monde. Et donc oui, ça crée du frottement, ça crée des tensions, ça peut créer de la conflictualité. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que en fait, les modes d'entrée en relation sont un petit peu différents, et que dans nos petites villes, par exemple, en fait, vous rencontrez des gens, autour de choses très concrètes. Je ne sais pas, vous êtes parents, vous engagez dans l'association des parents d'élèves, vous donnez un coup de main à votre voisin pour faire des travaux, vous organisez, le tournoi, de foot, du quartier, enfin bon, que sais-je? Et du coup, vous êtes dans le faire et donc vous entrez en relation, pas forcément d'abord en essayant de comprendre qu'est-ce que votre interlocuteur pense de tel ou tel sujet sociétal ou de telle ou telle politique publique ou de la politique en général. Ça vient dans un second temps. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on noue des relations d'abord affectives, ou en tout cas, on apprend à se connaître sans forcément savoir ce qu'on pense de manière profonde sur les théories de la transition, par exemple, ou de l'écologie. Ça vient dans un second temps. Et en fait, comme on a d'abord commencer par faire des choses ensemble et nouer un lien de confiance, une fois qu'on se rend compte qu'on est dans le désaccord, ça devient beaucoup plus difficile de se haïr, en fait. Et donc, cette rhétorique de la polarisation et du débat qui serait devenu impossible et des gens qui se regardent en chien de faïence et qui vraiment sont prêts à mordre au moindre désaccord, moi, j'ai pas exactement connu ça. C'est-à-dire que, évidemment, c'est beaucoup plus nuancé. Déjà, on vit les uns avec les autres, on partage des quartiers, des écoles. Et donc,
en fait, moi, ce que je pousse effectivement plutôt dans la fin du livre, c'est de se reconnecter en fait à ces modes de faire, parce que c'est via le faire qu'on arrive à vivre ensemble et à accepter la dissonance et le désaccord. Évidemment que quand on se rend compte qu'on est en désaccord, l'idée, c'est pas de se dire bon, bah, ok, du coup, on n'en parle plus, et puis on ne l'objectif, c'est pas de délaisser ses convictions, c'est de délaisser ses certitudes. C'est-à-dire que d'essayer d'apprendre à écouter ce que les gens pensent, comprendre pourquoi ils pensent ça, partir de leurs expériences vécues. Ok, mais en fait, qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Alors, en fait, si vous faites ça et que vous adoptez cette posture, qui de toute façon est indispensable, c'est-à-dire que si vous n'adoptez pas cette posture, de toute façon, vous ne vous réintégrez pas. On ne vous fait pas de place, et ce qui est, à mon sens, normal. Donc, cette posture plutôt d'humilité et d'écoute, elle est assez indispensable. Et ensuite vient le temps de la confrontation d'idées et du débat, mais je pense qu'il est possible seulement une fois euh, qu'un lien s'est noué, voire un lien affectif s'est noué, parce que c'est là qu'il y aura de la confiance, qu'il y aura de l'incarnation, et que du coup, on va accorder du crédit à ce que dit l'autre, même si on n'est pas d'accord. Je suis désolée si je fais des réponses trop longues, tu me coupes, Antoine. Oui, ouais, non, mais me semble-t-il d'ailleurs que ce que tu dis, cette capacité du coup, de passer d'abord par le faire plutôt que d'entrer sur le terrain des idées, ça permet de créer un lien qui du coup serait en fait favorable à... Enfin, c'est une bonne nouvelle pour l'écologie parce que ça permet d'apporter ce sujet-là d'une manière différente avec un lien de confiance qui est déjà établi, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est très important parce que, en fait, si on entre dans les discussions par les théories politiques, par les grandes idéologies, en fait, de toute façon, on ne nous écoute pas. Ce ne sont pas les habitudes. Après, évidemment, ça dépend des territoires. Enfin, je ne fais pas de généralité sur Paris et le reste de la France. En tout cas, moi, de mon point de vue situé à Dunkerque et dans les Hauts-de-France, dans les campagnes industrielles que je connais, où effectivement, c'est pas forcément les positions écologistes ou progressistes qui sont majoritaires, et ce ne sont pas des positions qui sont incarnées localement. En fait, quand vous portez ces positions-là, voire ces politiques publiques-là, il vous faut effectivement d'abord à réfléchir à comment on va nouer un lien avec les gens, comment on va déjà se rendre légitime à leurs yeux, euh, voire respectable, parce que la notion de respectabilité, elle est très importante ici dans nos territoires. Et ça passe, oui, par le faire, par le travail, par le fait d'être à l'écoute. Euh, voilà. Et ensuite, on peut commencer à discuter et vraiment partir des expériences vécues, c'est important. Voilà. Et donc moi, depuis la sortie du livre, je dis beaucoup cette phrase de délaisser ses certitudes, mais enfin, garder chevillé au corps ses convictions. Et je crois que c'est important, et c'est ce que peut-être ces 20 dernières années, voilà, certains ont oublié de faire, quoi. Et pas que les élus, hein, voire même, en fait, tout le monde, voire des militants, voire de simples citoyens qui s'accrochent à leur certitude en pensant être du bon côté de l'histoire et que fatalement, c'est eux qui ont raison. En fait, c'est ce qui a pu aussi alimenter un certain ressentiment et un certain rejet d'une partie de ces propositions. Ouais, très clair, merci beaucoup. Et ça me permet de faire la transition avec Samuel, parce que cette dimension du lien humain, c'est quelque chose qui est très présent dans la notion de terroir que tu portes dans le livre que tu as écrit, Les terroirs et la gauche, et que tu opposes d'ailleurs à la notion de territoire plus désincarné. Donc cette dimension de lien, on y reviendra, c'est une des composantes que tu donnes au terroir. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a pas mal frappé, enfin, cette formule que tu utilises, où tu rappelles dans le livre que le terroir transmet un droit du sol plutôt qu'un droit du sang. Et alors, pourquoi, d'après toi, est-ce que l'image du terroir comme un peu la dernière vitrine d'une France figée où c'était mieux avant, pourquoi cette image-là, elle persiste? Merci beaucoup Antoine. Bah, je vais répondre à la question. Si tu es d'accord, je voulais juste donner deux exemples pour appuyer le propos de Pauline juste avant, parce que ça m'a beaucoup intéressé et ça fera en plus la transition avec ce que je vais dire sur les terroirs.
Un exemple récent que j'ai connu, c'est celui de ma conjointe qui a grandi pendant 18 ans dans le Jura. On est revenu donc chez elle après la présidentielle 2022 et on y est resté que 2 ans, notamment pour des raisons de mobilité et d'expérience professionnelle. Donc on a été confronté à cet exemple-là alors que c'était un projet dont on rêvait. Donc là, on se sent plutôt contraint d'être en aire francilienne. Donc ça illustre ça. Et le deuxième, à la question qui était posée, est-ce que l'attachement, l'enracinement est de gauche ou de droite? Bah, ça permet d'ouvrir avec l'autrice que j'ai la plus étudiée dans l'ouvrage sur les terroirs et la gauche, c'est Simone Weil qui donc apparaît dans une époque où la gauche est majoritairement matérialiste et propose dans l'avant-guerre et pendant la guerre où elle va malheureusement mourir une nouvelle approche spirituelle de la lutte des classes et elle identifie dans son ouvrage L'enracinement 14 besoins fondamentaux pardon, de l'âme humaine, parmi lesquels justement appartenir à un territoire qui est à la fois un lien vertical et horizontal, un lien vertical avec le passé et le futur parce que c'est un lien de transmission avec ce que nos générations ont pratiqué, nous enseignent, et la vie de nos enfants qu'on cherche à protéger. Et ce lien-là, il est souvent dénigré comme étant un lien conservateur, alors qu'en fait, pour moi, c'est aussi un lien qui permet de penser le respect des générations d'après, qui est une approche de gauche du rapport au monde, et le lien horizontal du présent, qui est le partage pour une communauté d'un territoire en commun. Avant le terroir, et après, promis, je vais dire pourquoi le terroir a cette image nauséabonde, il y a une autre notion qui avait déjà été récupérée, c'est la patrie. La patrie, quand elle émerge quelque temps avant la Révolution, elle vient en opposition à la verticale descendante de Dieu qui donne ses légitimités au roi duquel les sujets ensuite sont appartenants. La patrie, elle émerge en verticale dans l'autre sens, en partant des ressources communes qui sont dénommées la patrie par les contemporains. La patrie, en fait, c'est la mère patrie nourricière. Dans la patrie, ensuite, on a un territoire qui donne une nation, c'est là où les gens vivent, et cette nation est composée de citoyens. Donc on passe de Dieu, roi, sujet, à patrie, nation, citoyenneté, et à tel point que le parti qui était à l'extrême gauche de la Chambre jusqu'en 1795 s'appelle les Patriotes, alors qu'aujourd'hui les Patriotes est un parti d'extrême droite, donc de l'autre côté de l'hémicycle. Parce que cette notion de ressources en partage qui fonde notre légitimité commune était une notion qui, au moment de la Révolution, est promue par la gauche. Sur la notion du terroir, effectivement, alors peut-être qu'on en parlera après notamment, mais pour moi, c'est une notion qui est extrêmement riche, qui est d'abord un espace conceptuel plutôt qu'un espace géographique. Quand le mot terroir apparaît en français en 1212, on n'a pas de distinction dure comme on a aujourd'hui entre l'urbanité et la ruralité, à tel point que même une majorité des langues paysannes, le chercheur Damien Darcy à l'Université de Liège a étudié plus de 4000 langues paysannes. Le mot pour dire la culture n'existe pas. La nature, pardon, n'existe pas parce qu'elle n'est pas distinguable du reste de la société puisque tout est entremêlé et que même ce qui peut être considéré comme inerte par nous, par exemple les routes ou l'architecture, ne l'est pas par les langues du XIIIe siècle parce que elle intègre la vie, les animaux, la nourriture, le grenier, etc. Donc comme cette distinction n'existe pas, quand le mot terroir émerge, il n'a pas cette résonance ruralité que nous, on a aujourd'hui. Et j'essaye notamment, moi, dans le livre Les terroirs et la gauche, de promouvoir des terroirs urbains qui viendraient au bout de la notion de terroir sur le respect de son outil d'origine. Pour autant, aujourd'hui, terroir renvoie à ruralité, et il y a une bonne raison, c'est que pour qu'il y ait un terroir, c'est qu'il faut qu'il y ait une alimentation. Or, par rapport à l'alimentation aujourd'hui dans les villes, quand on est en 1800, une ville comme Paris a 230 jours d'autonomie alimentaire. Si vous en fermez les portes, ça veut dire que vous produisez dans Paris intramuros 230 jours d'alimentation. Aujourd'hui, Paris, on l'a vu pendant le Covid, a entre 4 et 7 jours d'autonomie alimentaire, donc c'est nettement inférieur. Et donc, on a complètement aussi changé notre rapport à la production dans des espaces collectifs. La notion de terroir, elle dit justement ce droit du sol parce que dans les 4 critères qui la composent, selon les géographes qui ont travaillé son histoire et sa déclinaison, vous avez une communauté qui appartient à un petit espace géographique identifiable, de laquelle sont issues 2 cultures, une culture alimentaire, donc l'agriculture, et une culture humaine des pratiques. Et donc ces 4 notions-là se résument, selon le géographe Michel Dussault de l'Université de Lyon, de la manière suivante très simple, qui est de dire le terroir, c'est ce qui procède de la relation entre l'humain et le milieu. Donc c'est vraiment une relation. Le terroir est une relation, et donc c'est une façon d'interagir avec un lieu et pas un espace particulier. On pourrait pas dire qu'en France, il y a les terroirs et les villes, par exemple. C'est une façon de comprendre les contraintes géologiques. Or, cette notion,
Elle a été récupérée de deux autres manières qui l'ont dévoyée, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans notre combat à trois blocs, et je trouve que de ce point de vue-là, la tripartition politique éclaire un peu la réflexion. Elle a été récupérée par le bloc libéral d'une part et le bloc identitaire de l'autre en la dévoyant de sa fonction première. Ce que le bloc libéral en a fait, c'est une marque, et donc aujourd'hui les terroirs sont surtout connus des Françaises et des Français par les produits du terroir, et notamment les étiquettes à la sortie du Leclerc, et c'est une politique consciente de la part de McDonald's et de Carrefour, même par exemple, de parler du terroir dans sa sémantique. Et elle est récupérée du côté des identitaires comme la garantie de l'origine, c'est-à-dire d'être du cru, d'être d'ici, d'être un pur, d'être un vrai. Elle charrie cette identité de souche. Et donc, il y a un moment pivot dans l'histoire du mot qui est le discours du maréchal Pétain en 1940, qui, pour dénigrer et discréditer l'attitude du général de Gaulle, a cette fameuse phrase: La terre, elle, ne ment pas. Et donc, il associe à la terre et à l'enracinement une sorte de pureté d'origine qui, en fait, aussi va charrier une pureté raciale qui a laissé beaucoup de traces dans l'imaginaire français et pour laquelle moi, je plaide notamment pour que nous n'abandonnions pas, en fait, pardon, ce combat sémantique pour en fait voir dans le terroir une notion qui peut nous être utile. Donc pour moi, l'explication, elle vient de là, alors qu'en fait, dans la pratique aujourd'hui du terroir, si vous prenez les quatre critères qu'on vient d'évoquer, ne peut pas être réellement du terroir une personne qui ne vit pas, ne travaille pas et n'échange pas sur ce terroir. En fait, elle ne traite pas véritablement de l'origine familiale ou de l'origine géographique. Normalement, si on en comprend bien la notion et quand on en respecte sa pratique, et c'est ce que disent aussi les AOP par rapport au fromage et au vin, ça présuppose d'en être, c'est-à-dire d'être du lieu. Donc ça exclut à la fois ceux qui en sont partis en quelque sorte, mais qui sont invités dans le terroir suivant où ils vivent et relationnent, et ça inclut celles et ceux qui en arrivent, c'est-à-dire des personnes migrantes, réfugiés, néo-arrivants qui arrivent sur un territoire et qui participent d'une communauté et donnent autant qu'ils reçoivent du lieu par un travail collectif, notamment le travail de la terre, sont du terroir dans, dans sa définition d'origine. Très complet et merci pour ce détour qui était utile. Euh, à mon sens, ça nous amène à une autre question qui est, à- enfin, suite à ça, suite à ton développement, comment est-ce que du coup on peut articuler transformation et tradition sans tomber dans le conservatisme? Euh, Comment est-ce qu'on peut parler d'identité sans tomber dans un piège identitaire ou essentialisant? Alors ça, il y a plein de pistes, notamment dans le travail de Simone Veil. Elle a énormément réfléchi et travaillé à la façon dont l'identité est un prétexte de création de liens, parce qu'en fait, elle crée un commun avec une communauté, et comment en fait la façon de la vivre et de relationner avec elle ouvre en fait à de nouvelles relations. Moi, la méthode que j'ai utilisée dans l'ouvrage pour essayer de proposer une approche de gauche de l'identité, c'est de prendre les identités meurtrières d'Amin Maalouf, de l'Académie française, et d'inverser en fait la liste des différents critères que lui avait identifiés produisant de l'identité, la mort, pour en prendre les inverses. Pour Amin Maalouf, ce qui fait que les identités meurtrières sont meurtrières, c'est l'immuabilité, l'exclusivité, l'essentialisation et l'absolutisation. Donc en fait, c'est quatre relations à l'identification d'un groupe, d'une histoire, d'une origine, qui la rendent toxique. Je ne vais pas décliner les quatre maintenant, mais on peut en prendre une, par exemple. J'en prends deux, la muabilité et la multiplicité. Donc si vous avez une approche toxique à l'identité, vous considérez que votre identité, elle est immuable, vous ne pouvez pas en changer, c'est-à-dire qu'elle vous est attitrée à votre peau, et elle peut donc, si on va jusqu'au bout de la dérive, être inscrite sur votre pièce d'identité à la fin. Alors que si vous considérez qu'elle est muable, vous pouvez en changer, vous pouvez résoudre une partie du problème qui est posé notamment par Pauline dans son ouvrage, de concevoir et de respecter, selon le discernement de la personne qui est concernée, de changer une partie de son identité tout au cours de sa vie. Et il y a un deuxième ingrédient qui est intéressant, c'est est-ce que cette identité, elle est unique, donc son unicité, ou est-ce qu'elle est multiple? Et plus vous comprenez et respectez le fait que nos identités sont variées et qu'en fait elles se construisent au pluriel, moins vous avez cette dynamique meurtrière. Pour moi, le terroir, aujourd'hui, il vient charrier quelque chose de positif de l'identité, qui est la singularité, le fait d'être unique, le fait d'apporter quelque chose à la collectivité par ce qui fait que je ne suis pas qui tu es, tu n'es pas qui je suis,
est présent dans l'identité du terroir parce que le terroir dit une saveur, des sens, des émotions qui sont propres à un territoire unique. Et c'est ce territoire unique qui forme justement le terroir et donc vient répondre à un besoin de reconnaissance des populations qui, dans l'uniformisation aujourd'hui qui est propre à la mondialisation, ne se sentent pas reconnus ou intégrés parce que ce qu'ils apportent de différent ou de nouveau n'est pas valorisé. Le terroir, il valorise ça. Il valorise le fait que le Roquefort ne peut être fait qu'à Roquefort et qu'il est original et qu'il n'est pas le comté, qui ne peut être fait que dans le comté. Le fromage et le vin, c'est toujours les meilleures manières métaphoriques de l'expliquer, mais en fait, ce qui fonctionne pour cette alimentation-là, elle fonctionne évidemment pour les communautés. Donc pour moi, il y a dans cet outil-là une partie de la réponse. Je suis désolé pour Marie avec qui on a fait la conférence au Festival des idées sur le même sujet hier, donc je vais me répéter sur des choses que tu as déjà entendues, Marie, mais je prenais l'exemple de la campagne de Loumière-l'Après dans le sud de l'Ain, pour lequel j'ai eu la chance d'être directeur de campagne en 2022 pendant la NUPES, où en fait le territoire ici, c'est la plaine de l'Ain, qui est un territoire fonctionnel au service de la ville de Lyon, avec la centrale du budget, l'autoroute Lyon-Genève, l'immense viaduc qui connecte la ligne TGV de Paris à Marseille sans passer par le centre de Lyon. Et le territoire de la plaine de l'Ain renvoie dans l'imaginaire des électeurs que nous rencontrions en porte-à-porte à un rapport fonctionnel, c'est-à-dire nous sommes utilitaires des autres. Et c'est d'ailleurs ce que certains sociologues appellent les territoires servants pour désigner les banlieues élargies. Or, quand on évoque les terroirs de ce coin, qui sont peu connus, il y a les lacs de la Dombe, il y a le vin du Bugey, il y a le poulet de la Bresse, il y a la Côtière, il y a le Val-de-Rhône. En fait, ces différentes identités locales, elles charrient une histoire, une transmission, des traditions qui créent de la fierté, et de mon point de vue, une fierté bien placée, c'est-à-dire celle de dire je suis unique, et cette unicité-là peut être en relation avec les unités des autres. Parce qu'au fond, si on résume encore d'une autre manière ce que dit le mot terroir, le terroir ne dit que le fait qu'il y a une communauté unique sur un territoire unique qui produit une relation unique. Donc à chaque fois, on répète une unicité. Et cette singularité, elle est valorisante parce qu'elle montre que je n'ai pas de semblable, donc je ne suis pas remplaçable, donc je ne suis pas simplement utilitaire au service d'un collectif plus grand. Et cette unicité, nous en avons besoin, j'en ai besoin. Dans une histoire jacobine de la France, c'est difficile à prononcer, mais pour moi, c'est un balancier à remettre quelque peu au milieu, parce qu'au fond, ça n'est pas non plus contradictoire avec l'histoire de la républicaine, mais il y a une apparente contradiction qu'il faut lever et que le terroir aide à lever. J'ajoute un dernier point sur cette question qui est sa popularité. C'est une des raisons pour laquelle, pour moi, il charrie quelque chose de positif et que nous devons à gauche j'entends, nous en saisir comme outil performatif, c'est qu'il est très apprécié par les gens. 99% des Français, c'est des sondages staliniens, c'est un sondage Ipsos, ont une opinion positive du terroir. 96% estiment que la France devrait produire davantage une alimentation issue des terroirs locaux. Et dans les personnes qui souhaitent une alimentation qui vienne davantage du terroir, 95% pensent que c'est une manière de soutenir l'économie locale, donc de soutenir leur communauté. Et 92% considèrent que c'est la seule manière de protéger des emplois non délocalisables. Donc ça traite aussi une question sociale sur le sondage du terroir. Pourquoi vous aimez votre terroir? 92% répondent parce que ça protège les emplois non délocalisables. On est sur des chiffres qui sont vertigineux. Et alors que cet imaginaire-là d'un localisme de gauche en quelque sorte par l'outil du terroir, mais il y en a d'autres, est aujourd'hui seulement utilisé par nos adversaires des deux autres blocs, majoritairement du moins. Et alors, du coup, cette idée de terroir comme des identités vivantes et extrêmement avec une assise populaire que tu viens de mentionner, comment est-ce que ça pourrait se traduire, d'après toi, concrètement dans les programmes municipaux et les pratiques politiques locales? Tu donnes plein d'exemples dans ton livre, enfin d'un peu partout en France sur ces terroirs. Peut-être il y a aussi des exemples en Seine-Saint-Denis que tu commences à bien connaître. Tu peux nous éclairer sur comment est-ce comment est-ce qu'on le traduit en termes de politique publique, notamment à l'occasion des municipales qui viennent. Bah, déjà, pour moi, à court terme, une des premières choses qui serait possible de faire, c'est dans les aires urbaines d'appliquer l'outil du terroir à nos aires urbaines, c'est-à-dire de chercher une relation entre l'humain et son milieu,
à travers cette grille de lecture terroiresque, si je puis dire, parce que l'adjectif, il n'existe pas encore, même si je l'utilise beaucoup dans le livre, pour une alimentation spécifique par rapport à une communauté spécifique, et notamment dans les villes. Donc je reprends Damien Darcy de l'Université de Liège, qui préconise dans son dernier ouvrage sur les cultures paysannes le fait que, puisque la ville a eu tant l'impression d'apprendre à la campagne comment vivre depuis 2 siècles et depuis le début de l'ère industrielle, il serait peut-être temps que la ville apprenne de la campagne comment vivre, donc l'inverse, et qu'en fait il y ait une porosité mutuelle pour qu'à la fin les différences s'estompent. C'est-à-dire que les ruralités tirent des villes, notamment la mobilité, la proximité et toutes les infrastructures, mais que la ville tire de la ruralité la façon de produire une nouvelle alimentation. Et c'est peu connu, mais depuis le Covid, il y a eu une prospective France Stratégie qui cherche à faire passer de 5 à 10%, et c'est quand même très faible, l'autonomie alimentaire des villes. Parce qu'aujourd'hui, les villes ont 5% d'autonomie alimentaire, donc de production qui viennent localement, ce qui est déjà pas mal. Mais on est très loin des 95% de 1800. En 1800, on était à 95% d'autonomie alimentaire. Donc, pour moi, ça, c'est une première attitude. Typiquement, à Est Ensemble, où effectivement, je suis collaborateur d'élus, on regroupe 10 communes. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de la direction de l'aménagement, c'est que ils ont choisi de parler de nos 10 communes, non pas avec les 10 communes, mais avec les 3 aires naturelles géographiques identifiables par les citoyens. En l'occurrence, on a la plaine de l'Ourcq, le plateau des Lilas et les faubourgs qui touchent la capitale. Et en fait, on parle de ces espaces-là davantage que de parler des 10 communes, qui sont en fait des critères administratifs, mais qui, dans les usages, ne sont pas vécus. Quand on se balade entre les Lilas, Pantin, Bagnolet, au quotidien, on ne fait pas la différence au niveau de la frontière. Par contre, ne serait-ce que si on prend le vélo, la plaine de l'Ourcq, le plateau des Lilas ou les faubourgs de Paris, c'est 3 espaces qui sont extrêmement différents, et on le sent même dans les jambes, puisqu'il y a un fort dénivelé, puisque le point le plus haut de Paris, c'est la porte des Lilas. Donc ça, c'est une première chose pour moi qui est du côté de l'urbanité. Et dans le livre, puisque tu faisais mention, Antoine, je pense que tu faisais un clin d'œil notamment à la proposition que je faisais sur le rap, puisque la musique aussi, qui est une culture, donc pourrait cocher ce critère du terroir, a un exemple avec le rap, où aujourd'hui, la plupart des rappeurs identifient leur production artistique au lieu où ils ont grandi. Et c'est une fierté qui est récurrente. Et ils évoquent l'imaginaire du terroir en quelque sorte dans leur musique, qu'il soit du 91, du 94, de Marseille, de la Seine-Saint-Denis, avec une répétition. Et un exemple que je trouve assez probant, c'est le rappeur Medine, puisque le rappeur Medine, il vient du pays de Caux, donc à côté du Havre. Et l'univers du Cauchois, de la culture du port du Havre, de l'accent du pays de Caux, de l'appartenance au pays de Caux, est une récurrence qui apparaît plus d'une douzaine de fois dans ses textes. Donc il vient lui aussi incarner en quelque sorte que sa musique, elle provient d'une expérience vécue qui est singulière, qui est le pays de Caux aux alentours du Havre. Et un deuxième exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour illustrer quelque chose de moins urbain. Pour moi, la première chose qui peut être intégrée dans des programmes, c'est la manifestation d'intérêt, c'est-à-dire la dénomination, notamment. Donc le fait d'en parler, de le dire, de le nommer. Euh, il y a des exemples pour moi qui sont très extrêmes dans les deux pratiques. Par exemple, sur les intercommunalités. On a des intercommunalités qui se donnent des noms, euh, comment dire, très administratifs, c'est-à-dire qui sont des espèces de fusions du nom des communes précédentes, on veut blesser personne, etc. Ou même les régions d'ailleurs, hein, de parler des Hauts-de-France ou du Grand Est, c'est une façon de se positionner par rapport à l'axe central de la France qui est Paris. Mais c'est pas une façon de dire le lieu. Le Grand Est, il se trouve que c'est la Champagne, la Lorraine, l'Alsace, ça pourrait être dit comme ça, mais à l'échelle d'une interco, c'est pareil. Il y a dans le Morvan une pratique intéressante qui est de renommer les intercommunalités selon le terroir en question. C'est-à-dire, on va pas leur donner un nom de positionnement, par exemple, je sais pas, banlieue de Chalon-sur-Saône, donc ça c'est en Saône-et-Loire. On va leur donner un nom en fait, comment s'appelle cet endroit? Parce qu'en fait, la toponymie, elle est extrêmement riche en France, et ça provient notamment du terroir. Et cette toponymie, elle est un peu insultée par des organisations administratives qui en font fi et qui en fait ne se reconnaissent pas dans ces histoires géographiques, alors que ces histoires géographiques sont vécues par les gens et qu'elles disent aussi les contraintes géologiques qui nous permettent de penser écologie à l'échelle locale. Ouais, et d'ailleurs, tu proposes dans le livre une organisation politique par bassin versant. Donc, c'est effectivement un regard, un pied de côté. Merci beaucoup, Samuel. Je vous propose maintenant d'aller du côté de la Drôme avec Marie Pochon, qui est donc députée de ce territoire rural. Alors, la Drôme, elle est parfois perçue comme périphérique ou comme oubliée,
D'après toi, que disent ces territoires aujourd'hui? Est-ce qu'ils révèlent des angles morts, des politiques publiques, ou est-ce qu'à contrario, on peut y voir des terrains de recomposition sociale, écologique et politique? Alors, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette initiative. Je suis ravie effectivement qu'on puisse parler de ces territoires-là, même s'ils sont pluriels. Je pense qu'il y a des ruralités qui sont très attractives et moi j'ai la chance d'être élue sur un territoire rural qui est attractif, c'est-à-dire où plein de personnes s'installent. C'est pas toujours des gens du pays pour toutes les difficultés qui ont été dites par Pauline notamment et je la remercie également pour son ouvrage que j'ai lu avec grand intérêt. Mais il y a également des territoires enfin, qu'on dit en déclin et qui vivent plus de difficultés avec des départs d'habitants qui ne reviennent pas finalement. Et donc, voilà, il y a toute cette diversité des territoires ruraux auxquels il faut faire attention parce que ils sont absolument hétérogènes. Et je pense que la question du choix des mobilités qui était soulevée par Pauline est extrêmement important. Il y a des personnes qui ont le choix de pouvoir s'installer en zone rurale, de pouvoir rester en zone rurale également. Il y a beaucoup de gens qui en sont finalement, qui sont obligés et qui n'ont pas forcément ce choix-là de la mobilité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit géographique. Et donc la singularité, pour revenir sur ce que disait Samuel Grybowski juste avant, la singularité des territoires ruraux, des terroirs ou de ces pays, comme on dit par chez moi, elle peut être effectivement valorisante. Et je pense qu'on a besoin de cette valorisation des modes de vie aussi dans les territoires ruraux, alors même que tout ce qui est considéré comme étant gage de succès et ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est effectivement aller à la ville et avoir et pouvoir rentrer dans ces élites-là qui n'ont jamais été définies géographiquement comme pouvant faire partie prenante des territoires ruraux. En même temps, cette singularité, elle peut être très excluante. Et aujourd'hui, c'est de cette singularité que se nourrit notamment l'extrême droite ou la droite extrême pour construire un discours qui est finalement extrêmement excluant vis-à-vis de toutes les personnes qui sont nouvelles venues, en tout cas sur un territoire donné. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à cette question-là de la singularité et de la valorisation d'un patrimoine local, rural, dans ces limites-là, en tout cas de sa possibilité d'exclusion. Dans les politiques publiques, moi, ce que je constate, en tout cas depuis mon élection, et je le fais avec beaucoup d'humilité parce que je sais être élue d'un territoire donné et qui ne correspond pas à l'ensemble du pays, notamment. Les ruralités, c'est à peu près 90% effectivement du territoire national, ce qui est considéré par l'INSEE. Et donc, c'est immense, c'est 30% de la population et avec des réalités qui sont tout à fait différentes. Moi, ce que je constate donc depuis 3 ans que je suis élue d'un de ces territoires, avec 240 communes, avec des pays très très différents par ailleurs et des réalités très différentes, c'est un sentiment d'humiliation, un sentiment de mépris qui est vécu par beaucoup de personnes, et notamment par toutes les personnes qui n'ont pas eu le choix, c'est-à-dire qui n'appartenaient pas à la classe sociale qui leur permettait d'avoir une mobilité, d'aller en ville, d'aller voyager, d'aller effectivement poursuivre des études supérieures, mais un sentiment d'humiliation, et c'est une humiliation qui est plurielle, c'est une humiliation qui est liée au parcours académique, qui sont souvent plus courts, avec une mixité sociale qui est beaucoup plus resserrée dans les territoires ruraux où tout le monde, où il y a une sorte d'homogénéité sociale quand même plus grande, avec beaucoup moins de CSP+, de cadres, etc., que dans les grandes métropoles, et avec une plus grande homogénéisation par le bas finalement des classes sociales, puisque ceux qui en ont les moyens s'en vont, tout simplement. Et donc, effectivement, on a plutôt des salariés, ouvriers, des personnes voilà, qui n'ont pas les mêmes pardonnez-moi, je n'utilise pas forcément les bons termes, mais en tout cas, voilà, qui appartiennent à des classes sociales qui sont plutôt inférieures. Donc, c'est une humiliation, un mépris qui est académique. Une humiliation, un mépris qui est également géographique. Tout le monde n'a pas le choix et la possibilité de pouvoir bouger très loin. Une humiliation, un mépris qui est également professionnel et social. Et donc, on a une accumulation de différentes politiques publiques
qui sont manquantes sur l'ensemble de ces enjeux et qui créent une fracture et qui creusent une fracture territoriale entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Euh, une fracture qui est par ailleurs, à mon sens, très instrumentalisée. De ce que l'on peut voir, et ça s'est accéléré par ailleurs ces derniers mois au niveau national, mais l'ensemble des discours se veulent, les discours et les politiques publiques qui sont adoptées à l'échelle nationale aujourd'hui en totale régression en matière sociale ou en matière écologique se font sur le dos des ruraux et sur le dos de nos campagnes. Et c'est au nom des agriculteurs, au nom des Françaises et des Français qui habitent les ruralités, qu'on supprime les ZFE, qu'on supprime le ZAN, qu'on vote des régressions environnementales, telles que la loi Duplomb, par exemple. Et c'est au nom, finalement, d'une classe rurale que certains appellent les gueux, que d'autres, enfin, que certains vont essayer de conscientiser et d'instrumentaliser dans une sorte d'affrontement politique entre les habitants des territoires ruraux et les habitants des métropoles, alors même que finalement tout ça rejoint beaucoup des dynamiques de classe sociale, avec effectivement ces départs de classe sociale privilégiée vers les grandes villes, la difficulté pour celles et ceux qui ont pu aller partir à la ville pour aller étudier de pouvoir revenir. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi qui soit adapté à celles et ceux qui en ont le bagage académique, etc. Et donc, ces clivages qui peuvent se créer, mais qui sont, à mon sens, une question sociale plus que territoriale, même s'il y a un enjeu tout de même territorial. Moi, j'ai un peu travaillé ces 3 dernières années sur justement le déploiement des politiques d'aménagement du territoire et de politiques publiques dédiées à la ruralité. Et elles sont absolument vides de toute perspective et de tout objectif chiffré et de moyens. Pour vous donner un seul exemple, sur le plan France Ruralité, donc là, qui voit une nouvelle étape depuis 15 jours se mettre en place suite au comité interministériel qui a eu lieu dans les Vosges récemment, en matière de mobilité rurale. Ce qui était déployé jusqu'à présent, c'était 30 millions d'euros par an dédiés aux mobilités alternatives dans les territoires ruraux. Ça correspond à 1 euro par an et par habitant pour les territoires ruraux. Face aux défis en matière de mobilité, face à l'enjeu de toutes les Françaises et tous les Français qui ne peuvent pas, enfin, qui n'ont pas les moyens forcément d'avoir recours à la voiture individuelle, soit parce qu'ils souffrent d'un handicap, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers, tout simplement, que de faire les réparations pour la voiture, que de passer le contrôle technique, que de se payer une voiture ou que de se payer le carburant. Tout ça, c'est des freins à la mobilité. Ça crée une politique finalement d'assignation à résidence. Et face à cela, le gouvernement et les politiques publiques qui sont menées aujourd'hui sont totalement indigentes et ne sont pas à la hauteur du défi des mobilités en territoire rural. Tandis que dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, on déploie tout un panel de possibilités, de choix en tout cas, pour les habitants des grandes villes dans leur mobilité, avec la possibilité d'avoir recours à l'un ou l'autre mode de transport pour pouvoir se rendre quelque part. Dans les territoires ruraux, on est assigné à la voiture. Certains en font une fierté, en font un lien passionnel au modèle de la voiture, tout en oubliant que c'est près de 15% de la population finalement qui doit renoncer à des mobilités faute de moyens alternatifs à la voiture individuelle. Donc ça, c'est ce que je constate. En termes de politique publique, en tout cas, il y a un vrai manque et ce sentiment de mépris et d'abandon est totalement instrumentalisé dans les politiques publiques. Et je crois que pour mieux comprendre ce qu'il se joue dans les territoires ruraux, il est important d'écouter ce qu'il s'y passe, d'être présent sur le terrain. Et pour la gauche, de manière générale, de réinvestir ces territoires. Moi, on me le dit souvent en tant qu'élu, on me dit « Ah, mais vous n'êtes pas pareil ». Je le dis en tant qu'élu écologiste, donc on me dit souvent « Ah mais oui, mais vous êtes différente ». Je leur dis « Mais différente de qui? Vous avez déjà vu d'autres élus écologistes ?» Généralement, non. Et c'est un vrai sujet, effectivement, que les partis politiques, de manière générale, que ce soit les écologistes ou les autres à gauche, ont effectivement plutôt prospéré et plutôt investi dans des territoires plutôt urbains, parce que c'était aussi plus simple. C'est plus difficile de militer en ruralité, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué de se retrouver au vu des distances. Mais effectivement, on a besoin de réinvestir ces territoires, on a besoin de mieux les incarner, et donc d'avoir des incarnations multiples issues
des territoires ruraux dans les partis politiques. Et on a besoin d'écouter ce qu'il s'y joue, parce que souvent on y pose un calque qui, je crois, ne correspond pas à la réalité des aspirations des habitants des territoires ruraux. Et pour cela, une des solutions, en tout cas, que moi j'ai pu trouver, c'était celle d'aller investiguer ce qui s'était écrit dans les cahiers de doléances à l'époque de la mobilisation des Gilets jaunes. Et je crois que là s'y niche un certain nombre de solutions et d'aspirations venant de personnes dont on n'a pas l'habitude d'écouter la parole dans les politiques publiques qui sont déployées. Merci beaucoup, Marie. Alors, tu as commencé, effectivement, je voulais aller t'interroger sur le fait qu'à l'approche des municipales, enfin, il y a ce diagnostic de politique publique au niveau national où il y a des insuffisances. Et à l'approche des municipales, outre aller investiguer dans les cahiers de doléances, quelles seraient pour toi les idées phares pour accompagner la transition dans ces territoires ruraux que pourrait porter une municipalité écologiste rurale qui soit ambitieuse? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je vais pas pouvoir tout citer. Il y a beaucoup de politiques publiques qui sont déjà menées dans les territoires ruraux par des gens qui vont pas se dire écologistes ou qui vont pas se dire de gauche, parce que du fait de l'ensemble de cette instrumentalisation médiatique et politique, ça devient de plus en plus difficile également de se dire écologiste ou de gauche sur énormément de territoires ruraux. Et ça, je tiens à le dire également. Beaucoup de gens désormais s'en cachent ou se disent, bah, moi, je suis écologiste, mais pas comme vous. Alors, tant bien même, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans les territoires ruraux, beaucoup d'initiatives vont dans le bon sens, malgré des politiques de l'État qui vont à rebrousse-poil. Et moi, je le constate particulièrement cette année, une année un peu étrange d'un point de vue, du point de vue de la politique nationale, hein. Mais je constate chaque jour qu'il passe des reculs énormes en matière environnementale ou en matière de solidarité à l'échelle nationale. Pour autant, c'est pas ce que je constate sur le terrain. Et sur le terrain, on continue à rénover du bâti, à faire de la préemption du foncier agricole, à conduire des initiatives en matière d'agroécologie, à préserver l'eau, à penser en tout cas le territoire d'ici 2030, 2040, 2050 pour pouvoir continuer d'assurer l'installation agricole, pour pouvoir continuer d'installer des familles, pour pouvoir sauver des classes, pour pouvoir garder des services publics et assurer l'accès aux soins pour toutes et tous. Toutes ces initiatives, aujourd'hui, elles sont portées à l'échelle locale, malgré finalement des freins à l'échelle nationale. Et ça, c'est ce que je constate. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir faire connaître l'ensemble de ces initiatives. Nous, on y travaille aussi au sein de mon mouvement politique à mettre en avant des initiatives qui sont mises en place un petit peu partout dans les villages, dans les intercommunalités, et souvent sur le principe de la débrouille. Et ça, je crois que c'est notre ancien Premier ministre Michel Barnier qui l'avait très bien dit, il fallait faire beaucoup avec peu. Et je crois que beaucoup d'élus ruraux aujourd'hui sont très conscients de cette maxime-là, puisque c'est ce qu'ils appliquent depuis toujours. Et je pense que beaucoup, au-delà des élus, beaucoup de ruraux, d'habitants des zones rurales, ont toujours eu le sentiment de faire beaucoup avec peu, de devoir se débrouiller par eux-mêmes. Et finalement, c'est comme ça qu'elles ne se conscientisent pas forcément de cette manière-là. Mais l'écologie rurale, elle existe. Et l'écologie rurale et populaire, elle existe tout à fait. Ça s'appelle le système D. Et généralement, ça a toujours été mis en place de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle de la sobriété. Et beaucoup de ruraux précaires l'ont toujours mis en place. Je ne sais pas s'il faut se satisfaire de ça. Moi, je me bats contre une sorte de satisfecit de la situation actuelle. Je crois que les politiques publiques doivent venir l'accompagner. Mais pour autant, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place déjà sur les territoires et dont on pourrait s'inspirer. Je crois qu'une des premières mesures, c'est de recréer du lien. Je ne vais pas revenir du coup mesure par mesure, mais je crois que la première des choses, ça a déjà été dit par les autres intervenants, mais de recréer des espaces de rencontre. On est de plus en plus dans une société où le tout marché et la compétition érigée en dogme fait que les liens interpersonnels, les solidarités qui pouvaient exister dans nos campagnes se sont étiolés ces dernières années. On le voit particulièrement dans le monde paysan, où l'ensemble des solidarités paysannes qui tenaient le monde paysan et tenaient le monde rural se sont totalement étiolées. Aujourd'hui, il reste des associations, il reste la MSA pour maintenir des liens, mais finalement, ce qu'on constate, c'est de plus en plus d'individus très seuls
qui doit faire face à un monticule de problèmes pour être compétitifs les uns avec les autres. Et cette tension-là, elle est immense dans le monde rural, même si les agriculteurs sont aujourd'hui une partie infime des actifs dans le monde rural. Mais pour autant, ces solidarités qui se sont abîmées, c'est un énorme sujet. Et ça existe dans le monde agricole, ça existe dans le monde ouvrier ou industriel, par exemple, où les syndicats ont perdu de leur vigueur. Ça existe dans l'ensemble des mondes. Et cette tendance à l'individualisation des modes de vie est extrêmement dangereuse dans des territoires où l'interdépendance a toujours été la norme. La ville, on peut ne pas se connaître, vivre dans des bulles, ne pas connaître son voisin. Et ça, c'est quelque chose qui est acté dans les campagnes. On a toujours vécu les uns avec les autres. On a toujours compté les uns sur les autres. Et c'est comme ça aussi que ces solidarités et cet esprit d'un commun qu'on a en partage peut exister. Donc, j'admire aujourd'hui et ce que je pense être le bon chemin, c'est le nombre de citoyens, citoyennes, d'élus locaux qui aujourd'hui essayent de recréer des espaces associatifs, des cafés associatifs, des épiceries coopératives. Il y a plein d'initiatives dans les territoires ruraux, les initiatives de tiers-lieux, etc., qui se remontent. Et je crois qu'on a besoin de ces espaces-là pour qu'on se reparle également sur ces territoires. Merci beaucoup, Marie. Je vois l'heure qui tourne. Je t'aurais bien interrogé sur la question des récits mobilisateurs qui puissent créer de l'engagement. Peut-être qu'on y reviendra dans les questions après. Je voulais laisser un espace de réaction à Pauline sur la question de la patrimonialisation. Et avant de passer aux questions de tous ceux qui sont avec nous sur ce webinaire. Pauline. Oui, il y a plein de choses que j'ai trouvées super intéressantes dans tout ce que vous avez dit. Merci pour vos partages. Et c'est pas évident de passer à la suite les uns des autres comme ça, mais j'avais juste effectivement envie de réagir à une notion que tu avais apportée, Samuel, sur la patrimonialisation, ou en tout cas la nécessité de valoriser la singularité de nos territoires, voire des terroirs, comme tu les appelles. Moi, je suis globalement d'accord avec ça, au sens où effectivement, parce que la gauche ne l'a pas fait, elle a plutôt laissé le champ libre à la droite pour le faire. Et si on pense notamment à tout ce qui fait nos fiertés un peu locales, que ce soit, je sais pas, nos traditions culinaires, nos traditions, nos fêtes populaires. Moi, dans le Nord, il y en a plein, mais dans vos régions aussi, j'imagine. Enfin, en fait, tout ça, effectivement, fait du commun et fait récit commun. Et c'est intéressant de le valoriser, de le transmettre. Et en même temps, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans cette idée de la patrimonialisation. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage qui s'appelle « Habiter une ville touristique, vue sur mer pour les précaires », qui est un ouvrage de sociologue qui s'est concentré sur la ville de Douarnenez. Donc, c'est vraiment une monographie. Et en fait, les sociologues pointent bien le risque aussi de cette patrimonialisation excessive qui peut consister à justement mettre très en avant des cultures locales, alors à faire de la bretonisation de la Bretagne, comme on dit. Mais nous, c'est pareil, dans le Nord, on parle beaucoup du carnaval, en veux-tu, en voilà, de janvier à avril, voire tous les autres mois de l'année. Et en fait, je dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis que, en fait, il faut vraiment penser cette question de la patrimonialisation avec mesure, parce que le risque à trop vouloir en faire, c'est que, en fait, ça crée de fait un truc de ceux qui ne sont pas d'ici et qui n'ont pas les codes ne sont pas tout à fait bienvenus. Alors, ça peut le faire chez ceux qui reviennent, parce qu'en fait, quand vous êtes parti de votre territoire et que pendant 10, 15 ans, vous n'avez plus en fait participé à toutes ces traditions, toutes ces fêtes, on peut vous le faire ressentir. Ça peut être aussi adressé à ceux qui arrivent dans vos villes et dans vos régions et qui ne la connaissent pas, voire aux étrangers. Et là, on charrie encore d'autres problématiques et du coup, on n'est pas du tout dans l'accueil de l'altérité. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a questionné, ça m'a beaucoup questionné, cette histoire de patrimonialisation,
patrimonialisation, surtout que je constate que beaucoup d'élus, voire de villes, d'agents publics, en fait, s'engouffrent dans ce récit-là parce qu'ils pensent que ça va aussi participer de leur attractivité. Et moi, je pense qu'il y a aussi un sujet dont il faut absolument en parler et mettre en avant, c'est l'hospitalité. C'est-à-dire que oui, il y a un enjeu de rendre nos territoires attractifs et puis du coup de valoriser notre commun et puis la patrimonialisation, effectivement. Mais il y a aussi un enjeu de comment on est capable d'accueillir ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui n'en sont pas familiers, voire ceux qui l'ont perdu. Donc il y a vraiment un enjeu je pense, de penser ça dans une logique inclusive. J'ai bien en tête, enfin, à mon avis, c'est ce que tu as en tête, mais voilà, je voulais juste le partager parce que à mon endroit, enfin, ici, là où je vis, je le perçois avec peut-être un peu trop d'entrain et je pense que ça a aussi ses limites et qu'il faut penser la question de l'hospitalité parce qu'en fait, aussi, il faut se poser toute l'énergie qu'on met les dépenses publiques qu'on met dans la patrimonialisation, on ne le met pas dans les modes de vie et les préoccupations d'aujourd'hui, du quotidien. Or, pour moi, l'enjeu dans nos territoires ruraux, effectivement, aussi pluriels soient-ils, la question, c'est de se dire comment on laisse le choix aux gens, aux jeunes de rester s'ils ont envie de rester, aux jeunes de partir s'ils ont envie de partir, et aux plus anciens, aux plus âgés de revenir. Voilà, je m'arrête là. Samuel m'a promis une réaction hyper courte pour qu'on puisse passer à vos questions ensuite. Donc Samuel, je te fais Ouais, confiance. c'est pour dire que moi je souscris évidemment à tout ce qui est dit là, je l'évoque beaucoup comme le nœud un peu insoluble aujourd'hui des terroirs, notamment dans la conclusion, parce que c'est le risque auquel il est confronté. Ce que ça me fait penser, c'est que notamment parler de la singularité, pour moi, c'est ne pas parler exclusivement du folklore. Il y a un petit folklore qui peut être intéressant pour les légendes et les mythologies collectives qui nous font des ritualités, mais il faut effectivement faire très attention à ça. Moi, quand je pensais aux singularités, je pensais aussi à la connaissance de la topographie. Il y a un exemple sur l'A69, c'est que pour gagner le premier procès, c'est la mobilisation du terroir du Lauragais qui a permis d'identifier par des locaux l'espèce qui était en danger, alors que les activistes qui sont mobilisés contre la 69 venaient en fait du reste de la France. Donc pour moi, c'est là aussi que la singularité se joue, c'est sur la topographie. Et puis, dernier point, il y a un critère pour que cette singularisation ne soit pas nauséabonde, en plus de ceux qu'on a évoqués, qui est qu'il soit défini par les concernés, que ça puisse évoluer à travers le temps et que ce soit hospitalier, etc. Il y a un autre critère pour moi, c'est qu'il faut que ce soit politisé. C'est-à-dire que des traditions ex nihilo qui sont répétées parce qu'on les répète, il y a la question du taureau en Camargue que j'interroge beaucoup dans le texte. S'il n'y a pas une politisation en fait de ces pratiques collectives, en fait on tourne en rond sur des choses qu'on répète par habitude. Et je pense que parce qu'aujourd'hui on a un train de retard dans la bataille culturelle avec l'extrême droite, les ritualités locales sont habitées par l'extrême droite de cette façon-là, mais nous on peut les habiter avec une politisation qui vient chercher en fait un sens communautaire à ces pratiques transmises. Merci beaucoup. On va donc arrêter l'enregistrement.